Putain, mais non, on me demande de trancher pour la cagnotte. Non, mais vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas capable de le faire vous-même? Ma soeur, on fait quoi pour la cagnotte? Comment on fait maintenant? Parce que c'est pas pour dire, mais il y a plus d'1 million d'euros. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, honnêtement, moi, je pense que, vu que les deux femmes sont victimes de la situation, je partage au final avec les deux autres cagnottes. Ça veut dire que ces cagnottes-là doivent être associées à parts égales aux deux autres cagnottes. La cagnotte de la mère de Naël se verra augmentée de la moitié et de l'autre côté, même chose. On met tout le monde à la même égalité. Ma sœur, toi, tu sauras prendre une décision juste et équitable. Je pense que la situation... Cette femme de policier se retrouve harcelée, menacée, à devoir changer complètement de vie aussi à cause d'une erreur professionnelle de son mari. Elle va avoir besoin de cette aide, donc elle doit en avoir une partie. Mais la mère de Naël va aussi avoir besoin de cette aide. Donc dans ces cas-là, elle doit avoir l'autre partie. Les 1 et quelques millions d'euros partagés à parts égales entre la famille de ce policier et la famille de Naël. Faites cette proposition aux donneurs de cette cagnotte, vous verrez qu'ils vont vous dire que c'est juste. Puisque c'est une cagnotte qui a servi de rivalité. C'est une cagnotte politique d'instrumentalisation. Comment on casse l'instrumentalisation? En répartissant à parts égales les bénéfices de cette cagnotte. La femme de ce policier se voit menacée, se voit privée de vivre aussi, alors qu'elle est victime de tout ceci. La famille de Naël, c'est la même chose. Cette cagnotte, pourquoi vous la partagez pas à parts égales? Et pourquoi cette cagnotte ne servirait pas non plus comme cagnotte pour tous ceux qui se retrouvent dans la merde avec justement leur commerce qu'ils ont été dévalisés? À un moment donné, il y a une cagnotte pour la mère de Naël, une cagnotte pour la famille de ce policier. Les policiers motards ont fait pour la famille du policier et ceux qui sont du côté de la mère de Naël ont fait pour elle. Quand on regarde ces deux cagnottes-là, elles sont à peu près égales. Pourquoi la cagnotte de Jean Messia ne servirait pas à aider ceux qui se sont retrouvés, donc voilà, dans ces émeutes? Eh bien, vandalisés. Il y a beaucoup de commerçants qui se retrouvent dans la merde avec des assurances. Cette cagnotte pourrait servir justement à permettre de remettre les commerces à flot. Elle n'est pas forcée d'être utilisée. Donc, de toute façon, il n'y a pas de bénéficiaire. Moi, je me suis renseignée. Il n'y a pas de bénéficiaire déclaré. Il n'y a pas de but déclaré. On fait une cagnotte au soutien aux policiers. Il n'y a pas de bénéficiaire déclaré. Sachant qu'il n'y a pas de bénéficiaire déclaré, pourquoi cet argent n'est pas redistribué aussi aux familles de policiers qui ont été blessés dans ces émeutes? Pourquoi cet argent ne serait pas versé non plus aux commerçants qui ont été vandalisés? Pourquoi ça ne servirait pas aussi à la femme du maire de La Haye-les-Roses? Oula, je ne sais pas si c'est ça. Bon, le maire qui s'est fait agresser chez lui avec sa femme. Voilà. La femme de ce maire est 3 mois à l'arrêt. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas s'occuper de ses enfants pendant 3 mois. Elle a 3 mois de rééducation. Pourquoi cette cagnotte ne servirait pas à elle aussi? Cette cagnotte peut servir à beaucoup de choses en réalité. Elle peut être partagée entre toutes les personnes que je viens de citer aussi. Vous imaginez la somme? Mais je crois que vous n'êtes pas consciente de la valeur de l'argent et de ce que l'argent pourrait servir s'il est réparti à égalité. Mon Dieu, ça veut dire quoi? Waouh! T'aurais pas mieux dit?
Ben écoute, cette cagnotte fait polémique. C'est une cagnotte politique qui fait polémique. Le meilleur moyen de régler cette polémique, c'est de redistribuer cet argent à parts égales aux personnes qui peuvent en bénéficier dans la situation actuelle du pays. Les commerçants ont été vandalisés, ils sont en galère avec justement les assurances qui ne veulent pas payer. Ce que les assurances ne pourront pas payer, cette cagnotte peut venir le compléter. Il y a aussi tous ces policiers qui sont blessés en arrêt de travail. Il y a aussi la femme du maire qui est en arrêt pendant 3 mois, qui va galérer à s'occuper de ses enfants pendant 3 mois. J'espère qu'elle va avoir une assistance à domicile. Hein. Le gouvernement a intérêt de lui payer une aide à domicile pour s'occuper des enfants pendant 3 mois. À un moment donné, je suis désolée, mais cet argent peut être aussi redistribué à parts égales entre la famille du policier et la famille de Naël. Cet argent peut servir à beaucoup de choses si on ne l'instrumentalise pas et qu'on le répartit justement intelligemment. Eh ben oui, après, demandez aux donneurs, aux donateurs, ceux qui veulent à quoi serve cette cagnotte. Si les donateurs disent on veut qu'elle soit redistribuée aux commerçants pour les aider, ben cette cagnotte va servir pour aider les commerçants. Si au final, ces donateurs disent ben nous on aimerait que cet argent aille quand même à la famille de ce policier, ben on le donne à la famille du policier. Si au final, les donateurs disent on veut que ça soit réparti à parts égales entre la famille de Naël et la famille du policier, eh ben c'est moitié-moitié. Voilà, ça va sur les 2 autres cagnottes qui sont, elles, non instrumentalisées, puisque d'un côté on est de la famille de Naël, ou de l'autre côté quand on est policier, on est de la famille d'un policier. Voilà, ça c'est légitime. Ces 2 cagnottes sont légitimes. Celle de Jean Messia m'ont templier. Je sais que tu as voulu bien faire, c'est parti d'une bonne intention, parce que c'est dans tes convictions politiques. Mais il va falloir interdire aux politiques de déclencher des cagnottes. Ce n'est pas à vous de faire ça. Vous, les politiques, vous devez rester neutres. Vous devez rester impartial. Vous êtes là pour faire de la politique, pas pour imposer votre point de vue. Donc, au bout d'un moment, vous devez rester neutre. Donc, quand il y a des cagnottes, vous ne devez pas en être le créateur et l'exécuteur de cette cagnotte. Parce que d'un coup, il y a un conflit d'intérêts, il y a une instrumentalisation, c'est mal vu, c'est normal. On se dit, c'est un homme politique, un présentateur sur des chaînes info, qui instrumentalise la situation. Même si c'est parti d'une bonne intention, parce que Jean Messia a un amour pour la police et il défendra la police, même si la police est en tort. Je vous dis la vérité, hein, je connais bien mon Templier. Mais là, je peux pas lui donner raison. Je sais que je le mets dans la merde, mais je peux pas lui donner raison. Je suis désolée. Moi, quand mes enfants sont en tort, je leur dis, t'es en tort, ce que tu fais, c'est mal. Ben, pour mes Templiers, c'est la même chose. C'est comme mes gamins. Je dis la même chose quand t'as fait une bêtise. C'est parti d'une bonne intention, mais je le répète, l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Il se met dans la merde. Parce que c'était pas à lui de faire cette cagnotte-là. Il aurait donné l'idée à des policiers de faire une autre cagnotte, oui, mais là, c'est un parti politique. Et en plus, un parti politique qui n'est même pas à l'Assemblée. Je suis désolée. Reconquête, vous n'êtes pas sur les bancs de l'Assemblée. Vous êtes un parti politique qui n'a pas de siège en réalité. Donc en plus, quand vous instrumentalisez, c'est mal vu. C'est normal. Ça aurait été le RN qui aurait fait la même chose, il se serait fait frapper dessus. C'est normal. Les Français en ont marre de ces polémiques-là. Ce bordel-là, ils en peuvent plus. Ils ne supportent plus ça. Vous vous étonnez qu'ils ne supportent plus la politique. C'est vos comportements, vos instrumentalisations, vos mensonges, vos manigances. Au final, ils ne supportent plus cela. Ça, ils n'en veulent plus, les Français. C'est une cagnotte qui oppose 2 parties de la France. Comment tu veux en appeler un appel à la paix, à la réconciliation et le vivre ensemble quand au final tu opposes 2 cagnottes? Quand on regarde la cagnotte de la mère de Naël, la cagnotte des policiers, motards et celle de Jean Messia, mais ça rend dingue, c'est normal.
Mais même pour la famille du policier. Est-ce que vous lui avez demandé à cette femme déjà son avis? Moi, je voudrais entendre la femme du policier en anonyme, caché, où on modifie sa voix pour la protéger, mais je voudrais l'entendre parler. Parce qu'elle aurait beaucoup de choses à dire. Pourquoi on n'entend que la famille de Naël? Mais cette femme est aussi victime. Pourquoi on ne lui donne pas la parole? Demandez-lui si elle en veut de cette cagnotte. Celle de ses collègues motards, oui, mais pas une cagnotte médiatique et politique. Elle n'en veut pas. Est-ce que vous lui avez demandé, vous parlez d'une cagnotte polémique pour aider la famille de ce policier, est-ce que vous avez déjà demandé son avis à cette famille? Non. Cette femme va dire, je veux juste être en sécurité avec ma fille. Si mon mari doit être condamné, il le sera, il purgera sa peine, donc voilà, il assumera. Malheureusement pour cet homme, il a eu peur, il a tiré. Voilà. Parce qu'avec tous les faits de société, un conducteur qui n'obtempère pas, directement dans la tête des policiers, c'est un conducteur qui est dangereux et qui va chercher à les tuer. Combien il y a eu de refus d'obtempérer où des policiers ont été renversés ou tués? Ils veulent pas perdre la vie aussi. Donc, quitte à mourir, c'est soit la personne qui est au volant du véhicule, soit eux. Voilà ce qui se passe en réalité. Et les jeunes dans ces voitures pensent la même chose. Si je m'arrête, je vais me faire buter. Donc, au final, ils ont la connerie de fuir. Et c'est justement cette connerie de fuir qui fait qu'ils se font buter. Faut pas croire, les policiers ont tout autant peur des jeunes dans cette voiture. Les jeunes d'assumer leurs responsabilités et de se confronter à la police et à la justice. Et les policiers, au final, de se faire renverser ou que quelqu'un se fasse renverser. Les deux peurs sont légitimes en réalité. Mais vous arrivez toujours à créer une division au lieu de réunir ce qui est divisé. Si les jeunes ont garanti que les policiers ne sortent même plus leurs armes, ça veut dire d'un côté, tu dis à la jeunesse, tu obtempères, et la justice sera clémente, et la police sera respectueuse envers toi. Sinon, va falloir apprendre à neutraliser un conducteur sans le tuer. Oui, il vient me chercher dans 1 heure. Dans 1 heure, je pars et dans 1 heure, je lui montrerai comment on neutralise sans tuer. Et au bout de 200 heures, je sais où tu dois tirer pour pas tuer une personne. Ça, ne vous inquiétez pas, moi, ma formation, elle est sur ça. Mais policiers, quand vous êtes au stand de tir, vous tirez sur quoi? Sur la tête, sur le cœur? Eh ben oui, c'est peut-être là le problème. Je n'ai pas cet entraînement-là. Et un policier va voir comment moi je suis entraîné. Je suis désolée, hein. Mon maître d'armes, il m'a dit, je préfère blesser un terroriste et qu'il soit condamné à perpétuité que de le tuer. Parce que lui sert la justice. Voilà. C'est pas on tue le terroriste comme ça, c'est un terroriste de moins. Il y en a des policiers, il y en a des soldats qui pensent comme ça. Et il y en a qui pensent comme mon maître d'armes qu'un bon terroriste, ce n'est pas un terroriste mort, c'est un terroriste enfermé à perpétuité. Oui, il a été, moi, mon policier, dans les attaques du Bataclan. Eh ben oui, le GIGN a été appelé. Il sait de quoi il parle. Il était furieux quand il y en a qui se sont fait buter des terroristes. Il aurait préféré les voir en prison à vie. Sans liberté conditionnelle, sans réduction de peine à perpétuité réelle. Et parce que lui, il a à cœur la justice, pas la vengeance. Un bon terroriste, c'est un terroriste en prison pour la fin de sa vie. Voilà, c'est pas un terroriste dans un cercueil. Le but d'un policier, c'est pas de tuer son suspect. C'est de le neutraliser, de le garder en vie pour le présenter à la justice et qu'il soit jugé. Voilà.
Moi, mon policier, il a son entraînement. Mon gendarme, il a son entraînement dans son métier, mais au stand de tir, il a le même entraînement qu'il m'a donné, hein. Parce qu'il s'entraîne, lui, à ne pas tuer. Parce que c'est pas un tueur. C'est un agent des forces spéciales d'intervention. Il est là pour intervenir et neutraliser, pas pour intervenir et tuer. Malheureusement, des fois, tu n'as pas le choix. Il m'a dit, des fois, tu n'as pas le choix. Tu as un terroriste qui a une arme à feu sur la tête d'un civil, tu tires. Voilà, parce que tu dois défendre le civil. Mais si tu as la possibilité de le blesser pour pouvoir le condamner à perpétuité, tu le fais. Faut s'entraîner pour ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'entraîner à tirer dans la tête ou tirer dans le cœur. Faut s'entraîner à tirer à des endroits qui permettent de neutraliser la personne sans la tuer. Position assise, position allongée, position debout, hein. La mise en situation, moi le mannequin, il a mis debout, il a mis allongé, il a mis dans... c'est pas très souple en plus comme mannequin, il va s'en rendre compte parce qu'il va falloir qu'il m'aide à le mettre en place et en situation. Oui, mon Dieu. Oui, je me rappelle de tout. Je vais donner un cours. Ben, mon maître d'armes m'a un peu briefé cette nuit justement pour me rappeler un peu tout le règlement, toute la mise en... Eh ben, je vais donner le même cours qu'il m'a donné à moi, un policier. Faut quand même savoir ce que tu fais. Il m'a dit, c'est bon, t'es prête, fais. Eh, au bout de 200 heures quand même, tu sais ce que tu fais, t'as retenu, hein. Moi, j'en suis fière de mes 200 heures. Ouais, j'avoue, mon Dieu, franchement, honnêtement, j'avoue. Ah, j'en suis fière de mes 200 heures. 200 heures de stand de tir. Je sais que si j'ai une arme en main et que je dois tuer quelqu'un, je le tuerai pas, moi. Voilà. Je suis mise en situation, je suis entraînée, j'ai 200 heures de tir. Dans cette optique-là, celle de neutraliser mais pas de tuer. Un policier avec une ou deux séances de tir dans sa carrière, il n'est pas capable de faire ce que je vais faire. Non mais il va s'en rendre compte, je vais le rendre fou. Je vais le rendre fou. Ah mais déjà je vais voir sa précision. Et il va se faire peur lui-même, parce que s'il n'est pas plus précis que moi, alors il doit poser son arme, il ne doit plus y toucher en réalité. Il n'est pas apte à avoir une arme. Ah ben il m'a demandé de le mettre à l'épreuve. Il va être mis à l'épreuve, hein. Parce que c'est un policier qui a peur de se servir de son arme déjà. Et déjà, quand tu as peur de servir de ton arme, le jour où tu t'en sers, tu fais une connerie. Ah ben, une fois qu'il a compris la pratique, il va falloir qu'il mette en pratique. Ça veut dire qu'après, il va devoir augmenter ses heures de tir. Sur son temps libre, il va devoir aller dans un stand et tirer. En appliquant la pratique que je lui ai transmise et que mon maître d'armes m'a transmis. Et lui, après, de son côté, peut expliquer comment on fait auprès de toute la police. Eh bien, lui, après, il va embarquer ses collègues au stand de tir. Et il va leur montrer la technique. Et la technique va se développer dans la police. Et quand ils se serviront de leur arme, il y aura sûrement beaucoup moins de morts puisqu'ils seront maîtres de leur arme. Non mais, mon Dieu, je suis dingue. Quand je les entends dire, on n'a fait que 2 stands de tir dans toute notre carrière. Oh, mais comment on peut laisser des policiers qui, sur leur temps libre, ne s'entraînent pas avec leur arme, sur le terrain, utiliser une arme alors qu'ils ne sont pas formés pour ça? En 12 mois! Qu'est-ce que tu veux faire en 12 mois? Regarde mes 200 heures à moi.
Mets ces 200 heures dans les 12 mois. Oui, donne-leur une arme. Non, mais on donne une arme à des policiers qui, avec leur arme, ont tiré 1 ou 2 fois dans leur vie. T'as pas de précision, t'as pas de maîtrise. Mais moi, avant d'être précise, j'ai commencé à être précise à partir de 30 heures de tir. La précision, j'ai réussi à l'obtenir à partir de 30 heures de tir. C'est pour ça que je leur dis, 130 heures de tir minimum, les policiers ne devraient même pas avoir une arme dans les mains. T'es pas précis. Être précis, c'est à tous les coups, hein. Oui, non mais attends, moi il m'a mis des croix. Et il m'a dit, tu dois tirer dans ces croix. Ces croix, c'est ta cible. Tu dois tirer à ces endroits-là, c'est les parties non vitales. Tant que tous mes tirs n'étaient pas dans les croix, je n'avais aucune précision en réalité. Si le premier coup, tu tires à côté, le deuxième coup, tu tires bien dans la croix, mais le troisième, tu tires encore à côté, t'es pas précis. Les 3 tirs doivent être dans la croix. Et c'est ça la précision. C'est ça la rigueur dans... Ouais, c'est même plus du... Je le fais même plus en sport, moi. Moi, c'est vraiment... Je développe la technique en ce moment. Ah, il m'a dit, moi, je t'ai donné la technique, t'es en train de la développer, mais en fonction de ta personne. Ben parce que lui, il touche quand même des blessés. C'est pas pour dire, mais quand même, quand tu fais l'entraînement qu'il me donne, tu tires quand même dans des parties non vitales, donc ça ne peut pas tuer la personne, mais les séquelles peuvent être dramatiques quand même, hein. Tu peux handicaper la personne à vie, hein. Moi, je suis en train de modifier avec justement le corps humain, de pouvoir tirer dans des endroits qui neutralisent sans forcément faire énormément de dégâts. Déjà au niveau de l'épaule, il tire beaucoup trop bas et selon la trajectoire, ça peut être dangereux. Alors que de tirer légèrement plus haut, voilà, c'est ça, il y a moins de risques. Oui, mais lui, il n'est pas non plus calé en corps humain, en sciences vie de la Terre, hein. Donc lui, il a cherché les points non vitaux et il s'est entraîné sur ça. Moi, je précise un peu plus pour que les points non vitaux soient pas des points non plus handicapaux. De quoi je suis devenue quoi? Mais j'ai pas l'impression d'être sage. C'est ça la sagesse? Ah ben merde.